On va maintenant passer à une autre tâche en traitement automatique des langues, qui est la traduction automatique, qu'on va motiver un peu. Donc, c'est une tâche que j'ai déjà mentionnée au tout début du cours. Il y a entre autres l'engin de traduction de Google qui permet de faire ça. Puis quand même pas mal bien, là, avec des performances assez impressionnantes. On a un exemple ici où on a une description d'un cours en intelligence artificielle avec la traduction en anglais. Donc, ça, c'est une des applications commerciales là, en NLP, la traduction automatique, pour laquelle il y a beaucoup de demandes et un succès de plus en plus impressionnant, en fait. Ceci étant dit, même actuellement, en 2014, la technologie n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure, dans toutes les situations, de résoudre parfaitement le problème de la traduction automatique. Il y a différentes sources de difficultés, puis une bonne partie de ce qu'on va faire dans les diapositives qui suivent, c'est de mettre en évidence c'est quoi la source, les sources de ces difficultés-là. Mais essentiellement, ce qui fait qu'une traduction peut être mauvaise avec un système automatique, c'est lorsqu'entre autres, ce qu'on appelle la langue source, qui est la langue qu'on fournit en entrée dans un système de traduction automatique, la langue à partir de laquelle on veut faire notre traduction. Si la langue source est très différente de la langue cible, donc la langue vers laquelle on veut faire notre traduction, ça va compliquer, ça va impliquer souvent des performances moins bonnes au niveau des engins de traduction automatique. Traduire du français vers l'anglais, c'est quand même pas si mal, mais traduire de l'anglais vers le chinois, c'est une autre paire de manches. Puis les performances sont souvent pas aussi bonnes. Aussi, si le domaine du texte n'est pas restreint, puis vraiment très ouvert dans le choix des mots, aussi dans le genre de structure de phrase qu'on va observer dans ce contexte-là. Si je fais juste traduire des annonces météorologiques ou des manuels de logiciels, ben là, le genre de mots qu'on va utiliser, le genre de structure de phrase qu'on va utiliser va être plus contraint. Ça fait que dans des contextes comme ça, on peut avoir des engins de traduction automatique qui sont quand même assez bons. Mais si on est très vaste, ça peut être n'importe quoi que n'importe qui peut écrire sur Internet, par exemple, là, c'est une autre paire de manches, ça va être plus difficile. Puis, lorsque le domaine du texte est plus artistique ou littéraire, là aussi, ça crée certaines difficultés. Parce que là, on a à traduire des formulations qui sont plus liées à la culture, par exemple, d'une langue, traduire des métaphores. Là, encore une fois, c'est un autre niveau de difficulté par rapport à traduire des documents qui sont plus techniques, qui pourraient être, par exemple, les échanges au Parlement ou comme on mentionnait tantôt, des annonces météorologiques où là, la structure de phrase, il n'y a pas de métaphore qui est utilisée, c'est assez systématique de la façon qu'on va prononcer puis énoncer des faits dans ces contextes-là. Ceci étant dit, il y a quand même des contextes où la traduction automatique, au niveau de sa précision actuellement, est utile. On a, souvent en fait, une traduction juste approximative va être suffisante. Un exemple qui est donné dans le livre, c'est si on avait à traduire une recette, qui ici est écrite en espagnol, où on a tous les ingrédients ici, avec une description de ce qu'on doit faire dans la recette. Dans le livre, il montre c'est quoi la traduction en anglais avec l'engin de traduction de Google en 2008, donc ça fait quand même assez longtemps. Puis, en fait, on comprend grosso modo les ingrédients sont essentiellement bons. Bon, ici, ça ne dit pas exactement que c'est du plantain qu'on veut, non pas de banane en général. Puis, dans la traduction aussi, on comprend grosso modo c'est quoi les étapes à faire. Donc, dans un contexte comme ça reste utilisable et utile. Aussi, l'aide à la traduction. Donc, plus la technologie s'améliore, plus les traductions fournies sont bonnes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a réussi à développer des méthodes qui sont un bon point de départ, de mieux en mieux, pour arriver à une correction qui serait parfaite, ou en tout cas qui serait jugée correcte par un vrai traducteur linguiste. Donc, d'utiliser un système de traduction automatique où le système va fournir une proposition de traduction, puis à la suite de ça, l'expert, donc le traducteur, lui, a juste à corriger essentiellement les erreurs. Ça peut donner lieu à une approche qui est plus efficace que de commencer du début la traduction par l'expert. Puis, un peu comme j'ai mentionné tantôt, si on fait de la traduction dans des domaines restreints ou dans ce qu'on pourrait appeler des sous-langages,
où le vocabulaire ou le lexique qui est utilisé, donc la famille des mots qui sont normalement utilisés dans ces contextes-là est restreint, ou carrément la structure des phrases, le type de phrase qu'on va écrire va être plus restreint. Là, on est capable de développer des systèmes de traduction automatique qui sont quand même pas mal bons. J'ai parlé d'annonces de prévision météorologique. Le système d'information de réservation de vol, comme dans le domaine ATIS qu'on a vu précédemment, c'est un autre exemple où on peut faire de la traduction automatique qui est quand même pas mal bonne. Les manuels de logiciels aussi, où encore une fois, on va être un peu plus restreint. Dans des situations comme ça, c'est possible de développer quand même de très bons systèmes de traduction automatique. Puis ça peut être utile dans un contexte, ça pourrait être peut-être des annonces gouvernementales aussi. Donc, dans des pays où tu as plusieurs populations avec des langues différentes, ce genre d'outil-là peut être très utile dans ces contextes-là.